Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé par Mano Médical et présenté donc, par le docteur Stéphane Mahler. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous achevons notre série dédiée à la surveillance, voilà, je vais mettre sur la bonne diapo, dédiée à la surveillance instrumentale de l'animal anesthésié. Le docteur Stéphane Mahler va nous faire découvrir quelques cas pratiques avec les actions correctrices adaptées. Nous avions pu au préalable découvrir les paramètres du monitoring au cours d'un premier rendez-vous, puis les variations simples et courantes du monitoring multiparamétrique. Donc, je vous remets à l'écran toutes les informations, en sachant que ces deux premiers webinaires sont disponibles, donc on en parlait à l'instant avec Stéphane, sur notre chaîne YouTube en replay, ainsi que sur notre site www.manomedical.com, rubrique formation. Donc voilà, vous les avez cette fois-ci à l'écran. Avant donc de passer la main au docteur Stéphane Mahler, un mot justement pour vous le présenter. Stéphane Mahler est passionné par la gestion de la douleur et les techniques adaptées qu'il partage donc avec les équipes vétérinaires depuis de nombreuses années au travers de son organisme de formation Best in Vet. Il a un intérêt tout particulier pour les techniques avancées d'anesthésie loco-régionale telles que l'électrostimulation et l'éco-guidage. Quant à nous, Mano Médical, eh bien, hop, je vais me mettre ici. Nous sommes à vos côtés depuis 25 ans maintenant, en vous proposant donc des solutions adaptées à votre métier de vétérinaire, dans de nombreuses gammes telles que l'imagerie, la thérapie laser, la chirurgie, l'aménagement de votre clinique, la pression artérielle et donc le monitoring. Et nous avons également à cœur de vous accompagner au travers de supports pratiques et pédagogiques, tels que les webinaires, justement, en nous appuyant sur l'expertise de spécialistes. Je vais donc terminer cette petite introduction en vous précisant que vous pouvez poser toutes vos questions dans la zone de chat dédiée. Nous y reviendrons à l'issue de la présentation. Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon webinaire et Stéphane, je vais pouvoir vous laisser prendre la main. Merci Yveline. Bienvenue à ce troisième volet de notre série sur le monitoring, au cours duquel on va effectivement voir quelques situations pratiques, voire tout à la fin peut-être quelques cas pratiques, et les situations, justement, les actions correctrices ou préventives qu'on peut mettre en place. Et on est parti à peu près pour trois quarts d'heure, 1 heure d'échange. Pour ne pas déstabiliser le fil directeur, je vous propose de garder un petit peu la même structure qu'on a fait pour les deux premiers webinaires. Et donc, je vais commencer par vous parler de la température, la température corporelle. Alors, quelles mesures correctrices on peut mettre en place? J'ai envie de dire que la prévention sera toujours beaucoup plus efficace que le traitement. Traiter une hypothermie, c'est compliqué, c'est long, alors que prévenir l'hypothermie est quelque chose de plus, je ne vais pas dire facile, mais de plus aisé. Et pour définir les mesures correctrices les plus efficaces, il faut se souvenir de comment on perd de la chaleur, comment nos animaux perdent la chaleur. On a souvent mis en avant le fait qu'on les pose sur une table froide et que par conduction, ils perdent de la chaleur, mais ce n'est pas la perte de chaleur la majeure. En fait, ils perdent de la chaleur par radiation, parce qu'ils émettent des rayonnements, ils perdent de la chaleur comme ça, et ils perdent de la chaleur par convection, c'est-à-dire le courant d'air qui emmène la chaleur loin du corps, et donc ils reproduisent, ils refont de la chaleur en surface qui est réemportée par les courants d'air. En fait, convection et radiation sont les deux
pôle de perte de chaleur. Du coup, comment on fait pour corriger ou pour prévenir ces pertes de convection et ces pertes de radiation? Il faut créer autour de l'animal un environnement favorable pour limiter. Et qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une couverture qui crée un environnement chaud. C'est ces souffleries d'air chaud dont les noms déposés, vous les connaissez, Mistral, Warm Touch. Ça crée autour de l'animal un environnement chaud qui limite ces deux pertes. Je prends un exemple très simple. La couverture de survie, qui n'est rien d'autre qu'une fine couverture d'aspect métallique. Vous connaissez ces couvertures qui font beaucoup de bruit. Eh ben, c'est la première chose qu'on met autour des polytraumatisés, parce que c'est exactement ce que je dis, c'est la manière, c'est une lutte efficace contre la convection et contre la radiation. Alors, la soufflerie d'air chaud recrée cet environnement. C'est beaucoup plus efficace, c'est la méthode la plus efficace. Alors, évidemment, on en a d'autres. On a des mesures actives, des mesures passives, telles qu'une simple couverture va limiter la convection, va limiter la radiation. Et puis, on a les matelas chauffants, qui sont des mesures actives, qui, elles aussi, créent un environnement chaud. Encore faut-il couvrir l'animal pour maintenir cet environnement chaud et limiter la radiation. On évoque aussi les lampes infrarouges qui sont intéressantes, mais je vais mettre une petite bémol. Des mesures très, très importantes de réchauffement, ça peut être aussi un lavement péritonéal. Si on en arrive à devoir faire un lavement, on va en profiter pour que ce lavement soit réchauffant. Et donc, ce n'est pas des lavements à 30, 32 degrés qu'il faut faire, hein, parce que ça va précipiter l'animal dans une hypothermie. Mais c'est bien des réchauffements à 37, 38 qui vont réellement maintenir la température corporelle. On peut décrire aussi des lavements coliques qui ont été proposés pour réchauffer, ou des lavements vésicaux qui ont été proposés pour réchauffer. Mais attention aux bouillottes et aux disques, hein, parce que les bouillottes et les disques qu'on colle sur l'animal, on a l'impression que ça va réchauffer l'animal par contact. Mais en fait, ça a une efficacité extrêmement limitée. Ça va éventuellement réchauffer un peu la peau autour autour du disque, mais certainement pas emmener de la chaleur en profondeur et réchauffer le noyau. Si vous vous souvenez de ce qu'on a évoqué la dernière fois, ça ne va pas réchauffer le noyau, ça va réchauffer la peau, et malheureusement, on sait aussi que ça peut la brûler. Ça a vraiment une efficacité limitée. Une bouillotte, un disque doit se poser à côté de l'animal, le tout recouvert d'une serviette pour créer un environnement chaud et limiter la radiation et la convection. Les lampes infrarouges, c'est très bien, ça crée aussi un environnement chaud autour de l'animal. Mais attention, ces lampes peuvent être très chaudes et du coup, on a l'effet inverse. On va provoquer une vasodilatation. Cette vasodilatation va emmener la chaleur, va créer une hypotension, parce que du coup, il y a une redistribution des liquides qui ne reste pas dans le noyau, mais une redistribution périphérique des liquides, et ça peut créer des hypotensions. Une chose à garder en tête, c'est que le réchauffement sera toujours plus efficace pendant l'anesthésie qu'après. Alors ça, c'est aussi c'est une fausse idée qu'on a de se dire: «Il est en hypothermie au cours de l'anesthésie, c'est pas très grave, on va faire attention dans les hôpitaux à bien le réchauffer». Mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est bien de le faire, mais si on se souvient de ce qui se passe au moment de l'anesthésie et tous nos agents anesthésiques sont vasodilatateurs. C'est-à-dire qu'ils vont permettre en quelque sorte une circulation des fluides en périphérie. Au moment où l'anesthésie cesse, au moment où on coupe les gaz d'anesthésie, l'organisme reprend ses mécanismes protecteurs et va refaire une vasoconstriction périphérique pour garder la chaleur à l'intérieur. Donc, si à ce moment-là, vous essayez de réchauffer l'enveloppe, vous allez uniquement réchauffer l'enveloppe et la chaleur du fait de cette vasoconstriction ne va pas être emmenée au noyau central et ne va pas réchauffer le noyau central. Ça va rester en périphérie. Alors que pendant l'anesthésie, justement, l'animal étant en vasodilatation, les fluides
perfuse l'enveloppe, hein, on va réchauffer ces fluides qui vont repartir dans le noyau central, réchauffer le noyau central. C'est un petit peu caricatural, mais c'est vrai. Un réchauffement sera toujours plus efficace après l'anesthésie, avant l'anesthésie. Après l'anesthésie, les mécanismes de vasodilatation, vasoconstriction, décidément, reprennent le dessus et vous serez moins efficace. Et puis, on se souvient aussi que, bah, qu'est-ce qui crée de la thermogénèse? Bah, c'est le fait de manger et de relancer un métabolisme. Donc une réalimentation précoce va favoriser la reprise de la thermogénèse et va corriger l'hypothermie. Donc la réalimentation précoce, c'est des protocoles d'anesthésie rapide, c'est des réveils non douloureux, c'est tout ça aussi qui va contribuer à prévenir et à corriger l'hypothermie. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette hypothermie. Voyons maintenant l'ECG ou quelques mesures correctrices suite à des modifications de l'ECG. Alors, je vous propose par exemple de regarder cet écran de monitoring qui est celui d'un chat qu'on vient d'endormir et on a un écran qui semble relativement correct, avec un ECG tout à fait régulier, une fréquence de 118. Vous avez juste en dessous la pression artérielle en rouge, qui suggère que tout va bien. Vous avez une bonne saturation, 98%, avec un joli tracé de plétismographie et une capnographie dont la valeur de TCO2 est à 41, donc tout à fait normal. Ah, on n'a pas les beaux créneaux de château fort qu'on connaît. Ça, c'est une petite subtilité, une petite anomalie des tracés. On a ces oscillations du tracé qu'on appelle des oscillations cardiogéniques qui sont dues au mouvement créé par les battements du cœur dans le poumon. Ça fait des petites circulations anormales enfin anormales. Ça génère des petites perturbations du tracé et c'est parfaitement normal, on ne fait rien. C'est malheureusement, on les constate, mais on ne peut rien faire. Et puis, on va laisser passer le temps de la chirurgie. Vous voyez, il est 9h34 en haut. Et puis, on regarde au bout d'1 heure, 1 heure et quart de chirurgie. Et là, on arrive sur ce tracé. Et on se dit, ouh là là, il s'est passé quelque chose. La fréquence cardiaque a doublé. Ah, on regarde l'ECG et on a toujours un rythme qui semble normal, mais en revanche, on a cette fréquence cardiaque qui a doublé. On peut jeter un coup d'œil sur les autres paramètres. La pression, elle a chuté. Vous voyez que si on tient compte de nos 15-20% de modifications, 127 moins 15%, bah oui, on arrive facilement à 100 de pression artérielle. Il y a quelque chose qui ne va pas, les autres paramètres semblent normaux. Oui, mais attention, l'ECG, ça n'est qu'une interprétation que fait l'appareil du tracé. Et en fait, dans cette situation, la fréquence cardiaque n'a pas du tout bougé et l'ECG n'a pas du tout bougé. Faites attention avec ces interprétations. L'ECG n'est qu'une interprétation de l'appareil et en fait, ce 200 n'est absolument pas une tachycardie. C'est juste l'appareil qui confond les ondes et qui se dit, bon, cette espèce d'onde T bizarre, c'est grand, donc c'est peut-être un QRS. Et il vous double artificiellement la fréquence cardiaque en pensant bien faire et en pensant vous informer. Mais non, pas du tout. Ce chat a toujours une fréquence cardiaque de 100. Donc l'ECG, il va très très bien dans cette situation, mais c'est bien une situation d'hypotension qu'on constate et pas du tout une situation de tachycardie. Pourquoi je vous montre ça? Parce que si vous rentrez dans une salle de chirurgie ou si votre ASV rentre dans une salle de chirurgie, puisqu'on affecte souvent le rôle de la surveillance à l'ASV, on peut avoir la fausse impression que l'animal se réveille, on augmente l'isoflurane et on précipite encore plus cet animal dans son hypotension qu'on a déjà constatée. Donc attention avec l'interprétation des ECG. Mais malgré tout, de temps en temps, il y a des vraies anomalies, comme par exemple cette bradycardie. Et donc, quand on est face à une bradycardie, on va se demander, mais est-ce qu'il y a une explication logique à cette bradycardie? Et deuxième réflexion que j'ai tout de suite, c'est
OK, je constate une bradycardie, mais est-ce que je dois m'en inquiéter? Est-ce que cette bradycardie a des conséquences, et en particulier la conséquence de la bradycardie, ou les conséquences qui nous viennent à l'esprit, c'est d'une part les troubles du rythme, hein, parce que le cœur, il va pas supporter d'être en bradycardie. Il va se dire: «Oh là là, il faut que je fasse quelque chose», et il va peut-être faire des extrasystoles pour essayer de relancer, de maintenir une activité cardiaque. Mais c'est surtout la pression artérielle qu'on va surveiller, parce que la pression artérielle est vraiment dépendante de cette fréquence cardiaque. Donc on va se poser la question: est-ce que j'ai fait des alpha-2 qui justifient ou qui expliquent cette bradycardie? Et si cette bradycardie a des conséquences que j'ai évoquées, à ce moment-là, on peut mener des actions correctrices. On peut titrer la thipaméthol. On ne va pas faire immédiatement le volume qui réverse la dose de médétomidine ou de dex qu'on a fait, parce que du coup, on risque un petit peu de, de se priver des effets bénéfiques analgésiques et sédatifs de la médétomidine. Mais en revanche, on peut titrer la thipaméthol, on peut préparer la dose et en faire un tout petit peu pour relancer l'activité cardiaque. On peut également, dans cette situation, titrer l'atropine pour relancer un petit peu l'activité cardiaque, ou du glycopyrrolate. Et puis récemment, il y a des études qui ont montré que la lidocaïne, aussi en bolus, permettait de remonter la fréquence cardiaque induite, la fréquence, la bradycardie permettait de corriger la bradycardie induite par les alpha-2 agonistes. Alors, dans quel ordre faut-il le proposer? Si on est Peut-être que j'aurais tendance à titrer la thipaméthol si ma gestion de l'analgésie est à côté, tout à fait satisfaisante. Peut-être que j'aurais tendance à privilégier la thipaméthol. L'atropine, je le ferai aussi, mais je ne le ferai pas très tôt après le début de la médétomidine, parce que cette bradycardie, quelque part, elle est un petit peu normale aussi, puisque on a provoqué une vasoconstriction périphérique dans les premières minutes, et cette vasoconstriction périphérique, elle entraîne une bradycardie qui est normale. Donc, surveillez bien les conséquences de la bradycardie, et on intervient avec les actions correctrices uniquement si cette bradycardie a des conséquences. Si c'est des morphiniques qui ont entraîné cette bradycardie, c'est de nouveau l'atropine ou le glycopyrrolate qu'on peut titrer pour remonter un peu cette fréquence cardiaque et corriger du coup l'hypotension. Mais encore une fois, c'est les conséquences. On traite cette bradycardie si elle a des conséquences. Et peut-être que dans cette situation où on a une fréquence cardiaque de 44 sur un animal sain, je ne prendrai aucune mesure correctrice s'il y a une pression artérielle tout à fait satisfaisante. Les arythmies telles que comme on voit à l'écran, ces extrasystoles ventriculaires, ou des blocs qu'on a vus la dernière fois, les blocs auriculo-ventriculaires, c'est un petit peu la même chose. Je les traite s'ils ont des conséquences. Et dans tous les cas, on traite la cause avant tout. On va, on va éviter d'anesthésier des animaux qui sont dans cette situation d'arythmie, et l'arythmie doit essayer d'être prévenue et de ne pas être corrigée, idéalement, doit être prévenu. Donc, c'est l'examen préopératoire, c'est la correction de tous les troubles glycémiques ou ioniques. L'acidose aussi peut provoquer des arythmies cardiaques. L'hypothermie peut provoquer des arythmies cardiaques. Donc, on va se focaliser sur la cause de l'arythmie. Et puis, en dernier recours, effectivement, si cette arythmie a des conséquences plus importantes, telles qu'une chute de pression artérielle, on va s'orienter vraiment sur la cause de l'arythmie. Et à ce moment-là, notre médicament classique, c'est la lidocaïne. Si cette arythmie, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, est liée à la bradycardie, je corrige la bradycardie. Et puis, si cette arythmie, c'est par exemple des extrasystoles ventriculaires sur une torsion d'estomac
avec une pression artérielle qui est un petit peu affectée, eh ben, c'est la lidocaïne qui est le médicament de choix en bolus, et puis rapidement, en débit constant, avec les doses que je vous propose ici. L'oxymétrie, voyons un petit peu quelles mesures correctrices peuvent être mises en place sur des anomalies de l'oxymétrie. Alors, très souvent, vous le savez, on en a parlé, c'est des problèmes techniques, hein. C'est la muqueuse qui sèche, l'écrasement de la langue, qui suggère ou qui nous incite à repositionner ou mouiller la langue. C'est la lumière ambiante qui est trop forte ou le récepteur qui est trop saturé par la lumière. Donc, dans un cas, il faut mettre une serviette sur la tête de l'animal pour diminuer la lumière ambiante. Dans l'autre cas, il faut mettre une compresse entre la langue et le capteur pour diminuer la saturation du capteur. Et puis, on sait que les alpha-2 faisant leur vasoconstriction périphérique, ça fait un mauvais signal. Oui, mais est-ce qu'on pense aussi à ça? Une hypothermie, ça va faire une vasoconstriction périphérique et du coup un mauvais signal. Si j'ai mal géré la douleur, l'animal va avoir des phénomènes réflexes sympathiques, il va y avoir une vasoconstriction périphérique et je vais perdre le signal. Donc, un mauvais signal de saturation peut aussi m'orienter vers une hypothermie ou mettre l'accent sur l'analgésie du patient. Autre exemple de saturation, voilà, on est en début de chirurgie, on a une saturation à 98%, ce qui est tout à fait bien, une fréquence cardiaque normale. Je reviens 1 heure après, on a des valeurs qui sont tout à fait équivalentes, au-dessus de 95%, une fréquence cardiaque qui a augmenté. Bon, si je ne regarde que ça, je me dis, on est stable. Ça a un petit peu augmenté, mais on n'est pas à 15% encore. Donc, on n'est pas en tachycardie, ça a un petit peu augmenté. D'accord, mais maintenant, jetons un petit coup d'œil sur la courbe de plétismographie. Dans un cas, on a une belle courbe de plétismographie avec une onde dicrote qui se trouve à peu près à 30% de la hauteur du plétismo, de l'onde principale. C'est normal. Et puis, dans l'autre cas, cette onde est remontée. Elle est plus du tout entre 30 et 50% de l'onde principale, elle est quasiment au sommet. Et ça, on avait vu ça l'autre fois. Cette ascension de l'onde dicrote que je vous remontre sur ce schéma en bas, eh ben, on se trouve ici. On se trouve sur cette situation où l'onde dicrote est remontée, et ça, c'est un signe de vasoconstriction. Donc, sur un aspect peut-être normal où on se dit, ah, on a un bon signal, on a en fait une situation où on a peut-être une vasoconstriction, et ça, c'est à vérifier. Est-ce qu'il y a une hypertension? Est-ce que cette vasoconstriction, c'est lié à l'hypothermie? Ou encore, est-ce que cet animal n'a pas un plan d'analgésie insuffisant et est-ce qu'il n'est pas en excès il y a un excès de nociception, est-ce qu'il ne faut pas que je mette un petit peu de morphinique en plus pour ménager ça? Donc, il n'y a pas de, vous avez vu, je n'ai pas de solution miracle dans cette situation, mais j'ai des situations de correction qu'il va peut-être falloir évaluer et mettre en place. La capnographie, on avait dit la dernière fois que la capnographie, il y a énormément de modifications, mais voyons-en quelques-unes qui sont tellement classiques. Celle-là, par exemple, je suis sûr que vous la voyez régulièrement. On commence une chirurgie avec une je vais y arriver, une valeur de TCO2 aux alentours de 35, et puis au cours de l'anesthésie, une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure, et ben ça augmente, ça augmente, ça augmente, et on arrive à des valeurs qui peuvent être élevées, 55, 60 millimètres de mercure, voire plus. Qu'est-ce que je me dis dans cette situation? Je me dis, ah, cet animal,
à chaque fois qu'il expire, il a de plus en plus de gaz carbonique. Ça veut dire qu'il accumule du gaz carbonique et je le constate à chaque respiration qu'il en a de plus en plus. Il a en fait une difficulté à éliminer son gaz carbonique et je le constate à chaque fois qu'il expire. Alors ça, on peut le tolérer un petit peu parce qu'on sait que c'est un peu normal. On le met en détresse respiratoire, on le met, il y a une myorelaxation qui concerne aussi son diaphragme. Donc on sait qu'un animal sous anesthésie va être en difficulté respiratoire et on peut accepter, on peut permettre que cette capno augmente un petit peu. 50, 55, c'est acceptable. C'est ce qu'on appelle l'hypercapnie permissive. On se permet d'avoir cette petite augmentation. Et ça a été montré d'ailleurs chez l'homme que cette, cette, cette hypercapnie permissive, ça faisait des meilleurs réveils, étrangement. Donc on peut l'accepter, mais jusqu'à une certaine valeur. Au-delà de 60, ça commence à être un petit peu embêtant. Pourquoi? Pardon. Pourquoi? Parce que, c'est que cet excès de CO2, ça peut avoir des conséquences. Ça peut générer tachycardie, hypertension. C'est de l'acide, du gaz carbonique, c'est de l'acide, donc ça peut provoquer des acidoses avec toutes les conséquences cardiaques qu'on avait déjà évoquées. Et puis l'acidose, ça diminue la fixation des molécules aux protéines plasmatiques. Donc d'un seul coup, en fait, les agents d'anesthésie vont avoir une action plus marquée. C'est pas souhaitable d'avoir des valeurs de TCO2 trop importantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles mesures? La première, je pense que c'est quand même de diminuer la profondeur de la narcose. C'est nous qui avons induit cette détresse, cette insuffisance respiratoire. Ce sont nos molécules qui créent des myorelaxations. Autant redonner un peu de tonus à tous ces muscles et on peut diminuer la profondeur de la narcose, alléger l'isoflurane, c'est certainement la première mesure à prendre. On peut aussi réfléchir au circuit qu'on a choisi. Si cet animal a du mal à respirer, est-ce que ce n'est pas parce que je lui ai imposé un circuit un peu compliqué qu'il a du mal à gérer? Le circuit réinhalatoire, ce qu'on appelle le grand circuit, possède beaucoup d'espaces morts, des valves à actionner, il faut passer au travers de la chaux. Ça peut être compliqué, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne met pas des animaux de plus de 8 kilos sur des circuits réinhalatoires. Quoique, avec les appareils modernes, on peut descendre, on peut mettre des chats sur des appareils réinhalatoires. Mais la précaution veut quand même que on leur permette de respirer sur des circuits beaucoup plus, avec beaucoup moins de résistance. Donc, il n'est pas inutile de se dire, mon animal, il fait 8-10 kilos, je l'ai mis sur un circuit réinhalatoire, mais peut-être que si je le mettais sur un circuit non réinhalatoire, il respirerait un peu mieux. Par exemple, un animal obèse de 10 kilos, on se dit, je vais le mettre sur grand circuit. Non, peut-être que si je le mets sur petit circuit, il aura beaucoup plus d'aisance à respirer, moins d'efforts à faire, et il n'accumulera pas son gaz carbonique. Et puis, si vraiment les mesures ne suffisent pas, il y a la ventilation. C'est des animaux il faut les aider à respirer, il faut les aider à faire des mouvements respiratoires, et c'est la ventilation mécanique. On décrit des manœuvres de recrutement. C'est vrai que l'anesthésie provoque ce qu'on appelle des atélectasies. Le poumon a tendance à s'affaisser par endroits et c'est autant de tissus pulmonaires qui ne participent pas aux échanges gazeux. Une manœuvre de recrutement, ça consiste, alors il y a différentes manœuvres qui ont été proposées, qui sont proposées, mais une manœuvre de recrutement, ça consiste à redonner un petit peu de volume, regonfler artificiellement le poumon pour le réexpanser et éviter ces zones d'atélectasie qui ne participent pas à la ventilation. Et alors, c'est sûr qu'il faut que l'animal soit un petit peu soit ventilé, parce que vous voyez, là, je vous propose par exemple de l'insuffler et de le laisser
insuffler une trentaine de secondes à 15 cm d'eau. S'il est en respiration spontanée, c'est un petit peu, il peut être un peu gêné et lutter. Donc, c'est souvent des manœuvres qu'on fait sur des animaux qui sont déjà sous ventilateur. On leur permet artificiellement de regonfler, de réexpanser leurs poumons. Et puis, là aussi, si vous avez l'impression que cette baisse de respiration, cette baisse de ventilation est liée au morphinique, parce que peut-être que vous venez d'en faire et que cet ETCO2 a augmenté après les morphiniques, on peut réfléchir à l'idée de d'antagoniser les morphiniques. Et là, c'est de la naloxone qu'on va faire, qu'on titre jusqu'à ce que la respiration se régularise. Bon, ce n'est pas fréquent d'avoir à aller jusque-là, jusqu'à antagoniser les morphiniques. Autre variation classique de l'ETCO2, c'est celle-là. Là, c'est l'inverse. Vous commencez avec une valeur normale et puis au fur et à mesure de la chirurgie, plus ou moins rapidement, vous constatez que ça chute, que ça chute, que ça chute. Le capnogramme est là, mais la capnométrie chute. Là, je me dis, que se passe-t-il? L'appareil, à chaque expiration, enregistre de moins en moins de CO2. Pourquoi? On se souvient du mécanisme de la capnographie. Je vais me retourner vers les origines de ce CO2 et je me dis, peut-être qu'il est plus produit. Et quand je vois effectivement une capno qui s'effondre, je regarde tout de suite le thermomètre et je me dis, est-ce que cet animal n'est pas en hypothermie? Puisque s'il est en hypothermie, il ne produit plus de gaz carbonique, le métabolisme s'effondre et forcément, il expirera plus de gaz carbonique. Et à ce moment-là, je me dis, oh là là, je l'ai trop il est trop profond, je vais peut-être diminuer l'isoflurane et mettre l'accent sur mes actions correctrices d'hypothermie. Autre cause possible et paramètre que je regarde tout de suite, est-ce qu'il est en hypotension? S'il est en hypotension, forcément, le sang n'est plus amené au poumon, le poumon n'expire plus de gaz carbonique. Et du coup, on le verra un petit peu plus tard, c'est les mesures correctrices d'hypotension qu'il va falloir que je mette en place. On va les voir tout de suite. Mais il y a ça aussi. Est-ce que, tout bêtement, le ballonnet de la sonde ne s'est pas dégonflé? Que se passe-t-il à ce moment-là? C'est une fausse diminution du CO2 que j'ai, puisque du coup, l'air que l'animal expire se mélange à l'air ambiant, et donc forcément, dans le résultat du mélange, on aura une concentration en CO2 nettement inférieure. Et à ce moment-là, l'action correctrice consiste juste à regonfler effectivement le ballonnet, voire changer de sonde si on n'arrive pas à corriger si le ballonnet est effectivement définitivement percé. Mais pensez effectivement aux ballonnets qui ne sont pas gonflés sur des ETCO2 qui sont basses. Celle-là, vous la connaissez aussi, je pense. On a un capnogramme qui est parfaitement normal, mais la ligne de base ne revient pas à zéro. Là, je suis en droit de me dire, qu'est-ce qui justifie ça? À chaque fois que l'animal inspire, alors que l'appareil ne devrait détecter absolument aucun CO2, il en détecte. Il y a bien donc une réinhalation de dioxyde de carbone. L'animal respire du CO2. Et là, il faut réfléchir au type de circuit qu'on a mis en place. Parce que sur un grand circuit que je vous ai schématisé ici, vous avez, si on part de la droite, vous avez la source d'oxygène qui emmène vers l'évaporateur et on arrive sur un bras qui amène le gaz, l'oxygène et l'isoflurane, ici représenté en rouge. Ça va vers l'animal. L'animal inspire et ensuite, il expire son gaz carbonique dans un autre bras du circuit réinhalatoire. Il n'y a pas de communication entre les deux bras. À la prochaine inspiration, il ne va respirer que l'oxygène dans le premier bras. Et pourquoi? Parce qu'on a ces valves unidirectionnelles qui empêchent la réinhalation
de gaz carbonique, de gaz expiré. Donc, sur cette situation de réinhalation, on va penser qu'il peut y avoir un problème de valve unidirectionnelle. Alors souvent, ce n'est pas les valves. Les valves peuvent se mettre de guingois et ne pas obstruer correctement le circuit, mais souvent c'est la chaux. Dans ce circuit réinhalatoire, les gaz expirés repassent par la chaux pour être épurés du CO2 et revenir. Oui, mais si la chaux est usée, eh ben, elle ne fait plus son travail et forcément l'animal va respirer du gaz carbonique. Quand on a un capnogramme, la capnographie, on ne se fie plus finalement à la couleur de la chaux, qui est un très mauvais indicateur d'usure, mais on regarde, on a les yeux rivés sur la réinhalation. Et si la réinhalation suggère que l'animal respire du CO2, enfin plutôt si la capnographie suggère que l'animal réinhale du CO2, eh ben, on va regarder si ce n'est pas la chaux qu'on pourrait changer, en plus des valves, comme je vous l'ai dit. Mais ce n'est pas la même chose avec les petits circuits, parce que les petits circuits, eux, n'ont pas de valve. Les petits circuits, vous avez ici une représentation d'un circuit de Bain ou de Bain. Vous avez les flèches rouges qui marquent l'oxygène qui arrive, les flèches bleues qui marquent le CO2 qui arrive, qui repart. Bah oui, mais dans ce type de système, forcément, à un moment, bah, si on choisit des mauvais réglages, bah, l'animal qui réinhale va réinhaler ce qu'il vient d'expirer à l'instant. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer? Et c'est ce qui peut expliquer la réinhalation qu'on a vue au début, c'est ce qui va expliquer la réinhalation du gaz carbonique. Et là, la mesure correctrice, elle n'est pas du tout la même, ce n'est pas la chaux, puisqu'il n'y en a pas. La seule chose à faire, c'est d'augmenter le débit d'oxygène. Et c'est pour ça que ces systèmes sont très consommateurs en oxygène et donc en isoflurane. C'est parce que le débit d'oxygène, c'est de l'oxygène que j'apporte à l'animal, certes, mais c'est aussi de l'oxygène qui me permet de faire cet effet que j'appelle familièrement un effet chasse d'eau. Ce débit d'oxygène permet d'emporter le gaz carbonique avant que l'animal ne le réinhale à la prochaine inspiration. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans cette situation de réinhalation avec un circuit non réinhalatoire, il faut adapter le débit d'oxygène et on l'adapte en fonction de la fréquence respiratoire et de la réinhalation qu'on constate éventuellement. Dernier cause classique de réinhalation, c'est les espaces morts. Qu'est-ce que c'est que l'espace mort? Eh ben, c'est tout l'espace qui va se trouver entre le circuit et le patient, c'est-à-dire c'est la sonde trachéale, ici l'embout plus le capteur de capnographie. Tout ça, ça crée un volume finalement dans lequel l'animal peut inspirer, expirer, sans que ce volume soit renouvelé d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on appelle l'espace mort. Il y aura toujours un peu de gaz carbonique là-dedans. Alors là, c'est un montage relativement classique. Et puis, vous pouvez avoir des montages un petit peu plus atypiques, comme sur ce chat, où vous avez une sonde trachéale qui déjà est un espace mort et qu'il faut apprendre à couper les sondes trachéales de chat, à les réduire. Mais vous avez ensuite un capteur d'app-alerte, suivi par un coude, suivi par le capteur de la capnographie. Et là, vous imaginez bien que ce chat, il peut, en grande partie, inspirer et expirer dans cet espace mort, et forcément, il va y avoir une réinhalation de gaz carbonique. Donc, il faut éviter ces coudes, ces angles droits, ces raccords à rallonge, voire même arriver à des solutions extrêmement minimalistes, comme sur ce petit chaton, où en fait la sonde trachéale a été coupée déjà, donc a été réduit de 1/3. Et puis le capteur de CO2, il a été remplacé par ce petit dispositif. J'ai piqué
dans la sonde trachéale une aiguille à laquelle j'ai connecté le capteur de capnographie. Et du coup, on minimise complètement l'espace mort et on le réduit. Alors effectivement, on ne peut pas repiquer des sondes trachéales indéfiniment. Au bout d'un moment, on les abîme, mais on peut repiquer aisément une sonde plusieurs fois. Et c'est pas tous les animaux ne justifient pas de ce type de montage, mais c'est une solution pour minimiser l'espace mort. La pression artérielle. Alors, je vous propose une petite situation clinique. Voilà, vous avez préparé, c'est un chien que j'ai préparé pour une TPLO. Il est 9h13, le fréquence cardiaque 126, une saturation tout à fait correcte. La respiration, on la voit même pas. D'ailleurs, l'appareil me dit la fréquence respiratoire est de 0. Il respire tellement lentement, une respiration, 2 respirations par minute, que l'appareil il a l'impression que l'animal est en apnée, mais il n'est pas du tout en apnée. Et la fréquence cardiaque et la pression artérielle tout en bas à droite, on va regarder par exemple la valeur systolique, on est de 110. Et puis, premier coup de scalpel, premier coup de bistouri électrique, je reprends la pression artérielle. Fréquence cardiaque, elle n'a pas beaucoup bougé. Capnographie, saturation, je reconstate juste que l'onde de plétismographie est un peu plus ample, ce qui suggère qu'il y a plus de passage de sang sous le capteur. Et puis, vous l'avez reconnu, c'est ce plétismographe euh, avec l'onde d'Icrotte très relevée qui peut me suggérer qu'il y a une vasoconstriction. Allons tout de suite, non, passons par la capnographie. De 0, il a commencé quand même à respirer plus régulièrement à 9. Et regardons sa pression artérielle de 110, on est passé immédiatement à 140. On est bien au-delà des 15-20% d'augmentation. Il y a clairement hypertension. Alors, c'est intéressant parce que si on ne regarde pas la pression artérielle, on a l'impression que finalement, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Et pourtant, il est réellement en hypertension avec des signes de vasoconstriction sur l'onde de plétismographie. Clairement, hypertension. Quand on a une hypertension, eh ben, il n'y a pas 10 000 causes. On va se poser la question, est-ce que c'est un défaut de narcose? Est-ce que cet animal n'est pas tout simplement conscient et conscient du geste qu'on lui fait? Et du coup, ça, c'est l'examen clinique. C'est l'évaluation de tous les réflexes protecteurs. Comment est sa pupille, réactive ou pas, l'œil central basculé, les réflexes cornéens présents, les réflexes palpébraux aussi, la mâchoire, est-ce qu'elle est tonique, plutôt flasque? Et si effectivement cette hypertension est liée à un défaut de narcose, je suis en droit de pouvoir faire des hypnotiques, donc augmenter typiquement l'isoflurane ou faire un bolus de propofol. Mais attention, ce chien en particulier, il était dans un état de narcose profond, avec un œil basculé et une absence de réflexe. Et là, je suis dans le droit de me dire non, c'est pas du tout un défaut de narcose, c'est pas de l'isoflurane que je dois lui faire, c'est pas du propofol que je dois lui faire, c'est bien des analgésiques, puisque l'hypnose, elle est obtenue. Il ne s'est pas réveillé, il a juste des réactions sympathiques de vasoconstriction. Les hypnotiques, je vous ai dit, les halogénés, ah mais oui, mais les halogénés, ils sont sous la dépendance de la respiration. C'est si l'animal respire qu'il prend des halogénés. S'il est en tachypnée, justement parce qu'il se réveille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va respirer énormément et il va partir très vite et peut-être en hypotension. S'il est en bradycardie, j'aurais beau augmenter, en bradypnée, j'aurais beau augmenter les halogénés, le temps qu'il assimile ces halogénés, il va se passer du temps. Donc peut-être que dans cette situation, le bolus intraveineux de propofol ou d'alfaxalone est plus pertinent que d'augmenter les halogénés. On a des bolus lents, 1 mg kilo à chaque fois, et puis à renouveler. C'est peut-être plus intéressant que de se baser sur la respiration de l'animal et ce qu'il va reprendre en halogéné. Et puis pour les morphines et pour les analgésiques,
évidemment, le médicament de secours, c'est le morphinique, hein. Encore faut-il choisir son arme. Et là, bah, on regarde un petit peu leur délai d'action et puis leur puissance d'action. Il y en a 2 qu'on va éliminer tout de suite. La buprenorphine, 20-30 minutes de délai d'action, c'est pas du tout ce que je veux. On va éliminer tout de suite le butorphanol, parce qu'il est très mauvais analgésique. C'est pas un médicament de l'urgence dans cette situation d'hypertension. Et on va peut-être aussi éliminer très vite la morphine et la méthadone. 5 à 10 minutes de délai d'action. Non, c'est pas ça que je veux. Moi, j'ai une situation d'urgence avec un animal en hypertension, et ben là, c'est vraiment le fentanyl qu'il faut, qu'il faut apprivoiser et qu'il faut utiliser parce que c'est le morphinique de cette situation d'urgence. Comment on va l'utiliser? Ben, c'est tout simple. Première option, et c'est souvent, celle qu'on va faire régulièrement, c'est le bolus. On prend un bolus, 0,25 à 1 millilitre pour 10 kilos, et on va lui passer lentement sur 1 minute ce bolus. On le refera si nécessaire toutes les 20-30 minutes, mais voilà, et l'analgésie, le plan d'analgésie est obtenu très rapidement. On pourra même en profiter pendant ces 30 minutes pour baisser l'isoflurane, puisque l'animal sera dans une situation très, très stable. Après, je vous propose d'autres manières d'utiliser le fentanyl. Ça peut être en poche à perfusion ou ça peut être au pouce-seringue avec des mélanges que je vous laisserai redécouvrir dans le replay si vous voulez. Mais on a différentes manières d'utiliser le fentanyl. Alors, on a souvent un peu peur d'utiliser le fentanyl. Ça a une mauvaise réputation. À quoi faut penser quand on utilise le fentanyl? Bah, il faut penser à l'utiliser lentement. Les conséquences qu'on a, qui sont les conséquences sur la respiration ou sur la bradycardie, c'est souvent parce qu'on utilise des doses fortes et qu'on fait des bolus rapides. Si on l'utilise lentement et à titration, il n'y a quasiment aucun effet indésirable. Bon, on va surveiller quand même l'apnée. On va se dire, si je l'ai mis en ventilation, en hypoventilation, il faudra peut-être que je le ventile. Si je l'ai mis en bradycardie et la conséquence de cette bradycardie en hypotension, il faudra peut-être que j'ai une action correctrice sur cette bradycardie. Mais ce n'est pas très grave. Il suffit de le savoir, de l'anticiper et de s'y préparer. Autre situation sur la pression artérielle. Là, on a une chirurgie qui va durer de nouveau un petit peu longtemps. On regarde ce premier tableau, fréquence cardiaque 108, une bonne saturation qui me confirme que la fréquence cardiaque est effectivement de 108. La respiration 11 par minute avec une capnographie et une métrie normale. Et une pression, on va de nouveau regarder que la pression systolique, une pression systolique qui me dit on est à 110. OK, il est 14h20, je reviens, il est 15h30, la fréquence cardiaque a augmenté un petit peu. Ah, le signal de saturation est beaucoup plus effacé, comme si la circulation se faisait moins bien sous la pince. Il y a moins de volume de sang qui passe. Respiration, toujours pareil, c'est bien. Mais voilà, de 110 de pression systolique, on est passé à 87. On est bien au-delà de nos 15-20% de chute. Et là, je suis en le droit de parler d'hypotension. Cet animal est en hypotension. Et du coup, hypotension, je reprends les 3 paramètres de l'hypotension. Est-ce que c'est une chute de fréquence cardiaque? Est-ce que c'est le cœur qui s'effondre ou est-ce que c'est une vasodilatation périphérique? C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Bah, la bradycardie, non. On a vu qu'elle n'a pas bougé. L'arythmie, l'insuffisance cardiaque, non. Je vous garantis qu'il n'avait pas d'insuffisance cardiaque. Mais c'est bien la vasodilatation périphérique qui est responsable de cette bradycardie. C'est l'hypothèse de cette hypotension, c'est l'hypothèse la plus probable. C'est les conséquences des hypnotiques qu'on utilise et qu'on a utilisé pendant 1h30 sur cet animal. Du coup, qu'est-ce que je fais? Première mesure à prendre, diminuer l'isoflurane.
Si je fais une hypotension, je m'évanouis. Je n'ai pas besoin d'isoflurane pour rester évanoui, je suis évanoui. Donc, on n'a pas besoin de continuer à donner le même dose d'halogéné sur un animal qui est en hypotension. Deuxième action à mettre en place, le remplissage vasculaire. Et là aussi, ça n'est pas augmenter le débit de perfusion. Je veux que ça aille vite. L'hypotension est une situation d'urgence. Je n'augmente pas le débit, je prends un bolus de 10, 20 millilitres par kilo et je le passe rapidement sur 15 minutes. Je pousse le bolus. Si le chien fait 10 kilos, je peux lui pousser 200 millilitres si son hypotension est importante. Et on réévalue. Et si ça n'a pas augmenté, je refais ce bolus. Et si ça n'a pas augmenté, je peux le refaire encore. Alors, au bout d'un moment, il va falloir peut-être se poser d'autres questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres médicaments à utiliser? Et c'est les médicaments que je vous propose, les médicaments vasotenseurs. Peut-être que de remplir, ça ne suffit pas. Il faut peut-être redonner du tonus. Et pour ça, on a l'éphédrine, qui est très facile d'utilisation parce que c'est en bolus, qui est très intéressante, qu'on peut obtenir auprès du laboratoire à Guétan. C'est très intéressant. Simplement qu'au bout d'1 ou 2 injections, 3 injections, ça ne marche plus trop bien. Et là, à ce moment-là, il va falloir mettre en place des perfusions de noradrénaline. Je vous redonnerai une recette un petit peu plus tard. Voyons maintenant, si vous voulez bien, sur les quelques minutes qui nous restent, quelques situations cliniques. Vous avez un chien qui est parfaitement normal, ASA 1, donc avec un examen clinique normal, il vient pour une castration. En revanche, il est agité, hein, c'est vraiment un tempérament très énervé. Donc, vous avez décidé de faire une induction avec le propriétaire, comme ça, Valium, kétamine, en IV, et puis hop, immédiatement, on l'emmène au bloc opératoire on le met sous isoflurane pour le préparer pour sa chirurgie. Vous le branchez immédiatement sur son monitoring. Mais dans les premières minutes là, de surveillance, vous constatez en fait la pression artérielle ne fait que chuter dans les premières minutes. En fait, votre ASV, voilà la feuille de suivi d'anesthésie qu'elle a remplie. Le triangle, c'est la fréquence respiratoire, ça va. Les croix rouges, c'est le TCO2, c'est bon. Mais les cercles bleus, qui sont la fréquence cardiaque, et puis les petits accents circonflexes, qui sont la pression systolique, ça a chuté. Immédiatement, ça chute très rapidement. Est-ce que je suis inquiet? Est-ce que je fais quelque chose? La petite On aurait peut-être tendance à diminuer l'isoflurane, comme je l'ai dit. Oui, sauf que si on diminue l'isoflurane, il se réveille sur la table, hein. Pourquoi? Parce que en fait, cet animal n'est pas en hypotension liée aux hypnotiques. Si on regarde ce qui s'est passé sur le reste de la chirurgie, il était parfaitement stable après. En fait, dans cette situation, il a fallu attendre que l'animal se stabilise et atteigne son plan d'anesthésique de vol, j'allais envie de dire, mais ça n'est pas l'hypotension que j'ai décrite tout à l'heure, c'est juste la stabilisation de l'animal. D'où l'intérêt des prémédications, pour stabiliser très rapidement les patients et éviter d'avoir ces petits aléas de pression artérielle qui viennent nous pourrir un petit peu l'esprit et créer un peu de confusion. L'erreur, encore une fois, aurait été d'alléger l'isoflurane et d'avoir un espèce de yo-yo entre un animal qui se réveille, qu'on remet en isoflurane, qui se rendort, qui se réveille, qui se rendort. Et c'est encore une fois ici tout l'intérêt de la prémédication. Je propose un autre petit cas clinique que j'ai honteusement pompé d'un article, je le reconnais, mais ils sont tellement bien décrits que c'est mieux décrit que ce que j'aurais pu recueillir en clinique. Un chien de 15 ans dont l'examen clinique est parfaitement normal, à l'exception de cette masse labiale qui doit être retirée. Son examen clinique, encore une fois, est normal. ASA 2, puisqu'il y a une anomalie qui n'a pas de répercussion.
son examen, son état général justifie tout à fait l'utilisation de la dex, méthadone, propofol en induction, cépurane en entretien, tout ce qu'il y a de plus classique. Pression artérielle normale au départ. Encore une fois, je vous propose de regarder que la systolique, donc 125. Mais au moment finalement où la chirurgie a commencé, 90 minutes après l'induction, la fréquence cardiaque s'effondre de 96, on est à 29. Le cœur, qui est dans cet état de bradycardie, essaye néanmoins de faire quelque chose, donc il lance quelques extrasystoles pour maintenir la pression artérielle, qui finalement, elle, ne fait que chuter, et on est passé de 125 à 147. Alors, avez-vous une idée? Évidemment, je n'ai pas réussi, je suis désolé, je n'ai pas réussi à faire de petits sondages, mais dans cette situation, quelle pourrait être l'explication et la mesure correctrice à faire? On aurait pu avoir ça, exactement la même chose avec la classique historique coupe d'oreille, ou ça m'est arrivé de le voir avec des pinces à chant qu'on applique sur le visage, ou on aurait pu avoir ça avec une chirurgie palpébrale. C'est une évolution, une constatation assez classique, le réflexe trigémino-vagal, la stimulation chirurgicale entraîne, par la proximité du nerf trijumeau et de la racine du nerf vague, provoque un réflexe vagal qui précipite la bradycardie, et la bradycardie précipite la pression artérielle. Là, la seule mesure correctrice, enfin, la mesure correctrice la plus rapide à prendre, c'est on stoppe la manœuvre chirurgicale tout de suite. On enlève les pinces à chant qui ont créé ce réflexe. On stoppe la stimulation trigéminale et on constate qu'effectivement, la fréquence cardiaque réaugmente. Le traitement de choix, c'est les bolus d'atropine. Encore une fois, bolus, j'ai envie de dire titration, parce que ce qu'on veut obtenir, c'est un effet. En anesthésie, on cherche toujours un effet, on ne cherche pas une dose. On cherche un effet, donc on fait de la titration. Euh, Diminuer la concentration de sévoflurane, c'est ce qu'ils ont proposé dans cet article. Ça n'a pas tout à fait suffi. Bon, dans cette situation, ils ont également relancé un petit peu l'activité cardiaque avec de la dopamine. Mais pensez bien à chaque chirurgie autour du visage, autour des paupières, autour du nez, de la bouche. Le réflexe trigémino-vagal est quelque chose de fréquent, autant chez le chien que chez le chat. Est-ce que j'ai le temps encore? On arrive un petit peu. Allez, une autre situation que je trouve intéressante, parce qu'on n'y pense pas souvent, ce petit chaton est arrivé avec une dyspnée que vous reconnaîtrez forcément, des efforts respiratoires, beaucoup de bruit à l'inspiration, une respiration dyspnéique, complètement intolérant à l'effort et au stress, avec évidemment une suspicion de polype énorme. Donc, on veut aller voir ce qui se passe au fond de sa gorge. On est dans une situation de détresse respiratoire, donc on ne va pas perdre de temps avec une prémédication on va faire oxygénation, induction très rapide. Ils ont ouvert la bouche, ils n'ont pas réussi à intuber. Pourquoi? Parce qu'il y avait le polype en plein milieu du larynx. Ils ont attrapé le polype avec une pince, ils l'ont retiré, ça a saigné. Ils ont aspiré le sang et immédiatement réalisé l'intubation trachéale. OK? Sauf que là, apnée. Immédiatement après l'intubation, il y a une apnée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas grave, une apnée. Ce n'est pas grave du tout. Il suffit de ballonner, de ventiler l'animal. Mais là, ils l'ont ventilé et en fait, ils constatent qu'il n'y a aucun capnogramme et que la capnométrie ne renseigne pas de valeur de TCO2. Ah oui, alors là, il y a un problème. La première chose à laquelle on pense, on est passé dans l'œsophage. On va vite vérifier l'intubation trachéale, on enlève la sonde, on change la sonde trachéale, on se replace dans la trachée. Et là, ils étaient sûrs d'être dans la trachée.
Sauf que la fréquence cardiaque, elle continue à chuter, la saturation continue à chuter et que le chat ne respire pas. Dans cette situation, on réfléchit, on se dit: «Mais pourquoi il n'y a pas de TCO2? Pourquoi on n'enregistre pas de TCO2? Est-ce que c'est un problème de circuit? Est-ce que c'est un problème cardiaque, circulation du sang? Ou alors est-ce que c'est un problème d'apnée?» Le circuit, c'est très facile à vérifier. On prend le capteur, on souffle dedans et puis on regarde si on arrive à créer un capnogramme. Dans cette situation, ils y arrivaient. Donc, c'est un arrêt cardiaque. On va ausculter le chat et non, il y a une activité cardiaque. Il y a un pouls même fémoral, il y a une activité cardiaque. Donc, c'est un problème de ventilation. Mais j'ai vérifié la sonde. Oui, j'ai vérifié la sonde, mais quand il ventilait mécaniquement, il constatait quand même qu'il y avait une résistance dans le ballonnet et que les bruits pulmonaires étaient diminués. Et dans cette situation, c'est assez improbable, mais il y avait une obstruction qui n'était pas de la sonde trachéale, c'est une obstruction, enfin, oui, qui n'était pas dans la sonde trachéale, mais que c'était vraiment une obstruction trachéale. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? En aspirant légèrement la sonde trachéale, ils ont sorti un magnifique caillot de sang qui était tombé dans la trachée, d'où l'intérêt de protéger ses voies respiratoires. Et quand ils ont retiré ce caillot, le chat, il a fait et il a repris une activité parfaitement normale, une activité respiratoire parfaitement normale, et il a enfin réussi à respirer. Donc, très intéressant de réfléchir. Alors, c'est vrai que dans l'urgence, c'est toujours un peu compliqué, mais de procéder par dichotomie. Quelle heure il est? Allez, j'en ai vraiment pas pour longtemps, je crois que c'est la dernière diapo. Mais je crois qu'en fait, on en a déjà parlé. C'est une ovario-hystérectomie avec un piomètre, pour piomètre, donc un animal qui est en situation infectieuse, abattu, douloureux, fébrile et septique. Malgré tout relativement stable. On a fait une anesthésie, prémédication, méthadone, induction propofol, relais isoflurane, et on a profité de l'analgésie produite ou induite par le fentanyl. Peu de temps après, voire même immédiatement après, vous avez cette chute de pression artérielle. L'attitude qui a été proposée dans cette situation, immédiatement, on arrête l'isoflurane. On fait les bolus tels que je vous l'ai dit, mais dans cette situation, on est en situation de sepsis. Et ça n'est pas la bradycardie qui est à l'origine de ce sepsis, ça n'est pas non plus la vasodilatation due aux agents d'anesthésie, mais c'est le sepsis lui-même. Le sepsis, les endotoxines relarguées par les bactéries qui ont une action vasodilatatrice et qui provoquent cet état d'hypotension massif. Et là, effectivement, les mesures correctrices de l'isoflurane et du bolus doivent être prises, mais on ne s'en sortira finalement et on ne s'en est sorti avec le recours aux médicaments des vasotenseurs, parce que c'était bien dans cette situation la vasodilatation périphérique induite par les endotoxines qui a été à l'origine de l'hypotension. Et donc, je vous repropose ici le protocole du bolus d'éphédrine qui marche une, deux, trois fois. L'éphédrine, ça marche comment? Ça marche en relâchant de la noradrénaline. Donc, au bout d'un moment, il n'y a plus de noradrénaline et la seule manière de continuer à maintenir cette action, c'est d'apporter de la noradrénaline sous forme de perfusion à débit constant. Voilà là, un protocole que je vous propose, que vous pourrez revisionner en replay. Voilà, désolé si j'ai dépassé un tout petit peu du planning. Et encore une fois, je vous remercie de votre participation. Je serais ravi d'essayer de répondre à vos questions si vous en avez. Et je repasse du coup la parole à Yveline. Première question, vous parliez de lidocaïne tout à l'heure. Chez le chat aussi, nous demande-t-on?
Oui, alors c'est plus, heu, on doit effectivement utiliser la lidocaïne avec beaucoup plus de précautions chez le chat. Non, les doses toxiques sont plus rapidement atteintes et j'aurais dû vous proposer des doses chat. Non, les doses que je vous ai proposées sont chiens. Et effectivement, la lidocaïne chez le chat est beaucoup plus toxique, plus rapidement toxique, et on doit l'utiliser avec beaucoup plus de précautions. Si la situation l'impose, on peut le faire avec des doses faibles, mais on limitera en particulier le recours à la perfusion à débit constant de lidocaïne chez le chat. Mais les doses, le bolus à des doses beaucoup plus faibles peut se faire. Merci. Alors une autre question, alors là, tout autre, quelle est l'efficacité des réchauffeurs de perfusion? Mais c'est tout le problème du débit. Le réchauffeur de perfusion est intéressant, simplement que ça fait au débit auquel on les utilise, il est peu probable que ce goutte à goutte même de solution chaude réchauffe un animal. En entretien, c'est intéressant. Si on doit faire des gros débits, c'est intéressant, mais on ne peut pas se reposer entièrement sur un réchauffeur de perfusion pour garantir la prévention ou le traitement de l'hypothermie. Encore une fois, il est peu probable en hypothermie qu'une mesure soit suffisante. Et c'est la combinaison de plein de mesures qui permet d'atteindre cet objectif. Donc, le réchauffeur, oui, c'est intéressant, mais on peut pas tout miser sur un réchauffeur de perfusion au débit auquel on utilise les solutés de remplissage. OK, et alors il est déjà donc 12h39, donc une dernière question ou peut-être, l'avant-dernière, mais en tout cas donc celle-ci, avec une prémédication à la méthadone, doit-on faire du fentanyl pour corriger rapidement un départ d'analgésie? Absolument, absolument, c'est tout à fait pertinent de procéder comme ça. On part sur une dose, protectrice de méthadone, on regarde ce qui se passe, et si, on constate que ça ne permet pas d'obtenir un plan analgésique suffisant, on peut tout à fait compléter par un bolus de fentanyl. Les 2 sont mu-agonistes et agissent de manière, parfaitement, heu, comment dire? Similaires. Donc ils ne sont pas du tout antagonistes, ils sont synergiques, ou plutôt pas synergiques, mais heu, ils agissent de la même manière, simplement que le fentanyl est 100 fois plus puissant. Ah oui, ben non, il y a encore une autre question. Donc pour le cas clinique 1, donc la castration, il ne fallait pas rajouter d'analgésie? Ah, très juste, bien vu, bien vu. Heu Absolument, absolument. Je constate effectivement que j'ai pas mis d'analgésie dans mon protocole. Bien vu, bien vu. Alors on va imaginer dans mon esprit, je voulais bien sûr, avoir un plan analgésique satisfaisant parce que c'était pas là-dessus que je voulais mettre l'accent. Mais bravo, effectivement, il aurait été, évidemment complètement justifié de faire un bloc, du testicule ou une analgésie, injectable pour être, irréprochable. Même si un CRI à la méthadone est en place pendant la durée de la chirurgie? Absolument. Encore une fois, la méthadone, la CRI, si vous mettez en place une CRI de méthadone, ça vous donne un plan d'analgésie. Mais si vous avez une stimulation nociceptive, un geste que fait le chirurgien particulièrement violent, heu, à ce moment-là, vous pouvez avoir un échappement, un excès de nociception que votre plan de méthadone ne peut pas maîtriser. Et à ce moment-là, effectivement, un petit bolus de fentanyl permet de contrôler cet excès de nociception. Donc tout à fait, c'est parfaitement, superposable. Comment obtenir donc la Ah, mais noradrénaline? je crois que c'est à Guétan. Le laboratoire à Guétan propose de la noradrénaline, pour les vétérinaires. De la même manière qu'ils proposent l'éphédrine pour l'éphédrine en seringue pré-remplie. C'est pas super pratique, mais c'est tout à fait exploitable, dans notre exercice. Mais c'est à Guétan. Mylan, je crois, le proposait, mais a dû arrêter c'est à Guétan.
Et je Alors, vois ouais, je vois une allez-y, question, allez-y. excusez-moi Oui, Evelyne, mais je vois une question sur l'anesthésie locale en complément pour réduire la exactement. stimulation trigeminale. Absolument, absolument, effectivement. Si dans le cas de ce chien qui avait une masse sur le maxillaire, non, la mandibule, on avait fait un bloc mandibulaire, non, c'était le maxillaire, pardon, excusez-moi. Si on avait fait un bloc maxillaire, on aurait évidemment bloqué complètement le, le, le message nociceptif du trijumeau et on n'aurait pas eu du tout de réaction vagale. Donc tout à fait, effectivement, ça permet de réduire ce réflexe trigémino-vagal. De Ok, la même manière que pour l'oreille, pour la chirurgie de l'oreille, on fait un bloc du nerf grand auriculaire et du nerf auriculopalpébral. Et en bloquant ces deux nerfs, on a une insensibilité complète qui permet de faire des TK ou des chirurgies du pavillon auriculaire sans risque de réflexe trigémino-vagal. très bien. Bah Ou en écoutez, oui, oui, allez-y, finissez. Non, non, je voulais dire en limitant, parce que la complication la plus fréquente de l'anesthésie loco-régionale, c'est de rater son bloc. Donc, de temps en temps, ça ne marche pas, effectivement, parce qu'on a injecté, parce qu'il y a une variation anatomique où on a injecté à côté. Donc, bon, je ne peux pas dire que l'anesthésie loco-régionale, c'est une réussite à tous les coups. Eh ben, merci beaucoup encore une fois, Stéphane. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc merci à vous tous de votre participation. Je vous ai juste mis à l'écran, pendant que Stéphane répondait aux questions, les trois webinaires de cette série. Nous espérons que vous en avez appris plus sur le monitoring multiparamétrique. Vous pourrez retrouver donc encore une fois ces webinaires sur notre chaîne YouTube. Pendant que Stéphane disparaît de l'écran, c'est flou. Attendez, hop, voilà, je me rapproche de l'écran. Et voilà, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir en rester là pour aujourd'hui. Vous allez recevoir un petit questionnaire, donc n'hésitez pas à y répondre, à nous faire part de toutes vos suggestions. Et nous, en retour, nous notons donc de vous faire parvenir la présentation de Stéphane Mahler. Voilà, j'espère que nous avons répondu à toutes vos questions en tout cas. Et bon appétit. Merci. Oui, je voulais dire merci à Mano Médical de m'avoir donné la parole. Merci de votre confiance. C'est toujours. J'ai beaucoup de plaisir à partager ces 3 webinaires avec vous. Ok, très bien. Bah, nous aussi. Alors, à bientôt. Bon après-midi. À bientôt. Au Au revoir. revoir.